Et bienvenue à ce webinaire, les perspectives de l'IA, le dernier épisode de la série annuelle, un par mois, aujourd'hui dédié aux industries agricoles et agroalimentaires. Je suis Laure Quintin, directrice Europe au pôle Minalogique, le pôle de compétitivité des technologies du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, Pôle pour lesquels l'IA, bien sûr, sous l'angle technologique, joue un rôle majeur et voilà, est vraiment une des révolutions technologiques du moment. Je suis aussi directrice, non, je pilote le projet Minasmart, le projet européen sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont l'objectif et de favoriser l'intégration des technologies du numérique auprès de toutes les entreprises régionales de tous les secteurs et en partenariat avec 13 acteurs régionaux. On a pour ambition en fait d'accompagner les entreprises donc de la région euh, à l'adoption de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle et du calcul intensif sous forme de diagnostic, d'aide au bon choix de solutions technologiques ou non, à l'aide à la montée en compétences via des formations, l'aide au prototypage en trouvant les bonnes plateformes, les bons partenaires et enfin de l'aide à du financement privé ou public pour rendre tous ces projets possibles. Donc aujourd'hui, VG Police Valley est le partenaire régional de Minasmart en charge des filières agri-agro et aujourd'hui notre partenaire privilégié sur ce webinaire. Donc je les remercie. Euh, Avant qu'on commence, juste pour vous informer, ce que ce webinaire est enregistré. Le replay sera disponible sur la chaîne YouTube de Minalogic à l'issue du webinaire. Les présentations vous seront envoyées également avec le lien du replay par email. Et on vous invite à poser vos questions dans le chat. Pour la bonne conduite du webinaire, tous vos micros ont été coupés. Mais vous pouvez poser vos questions dans le chat et après chaque présentation, on proposera quelques minutes d'échange au cours desquelles vous pourrez ouvrir votre micro pour poser vos questions en direct et interagir avec l'intervenant si besoin. Voilà. Euh, Maintenant, je voudrais remercier et présenter nos intervenants du jour. Hop, si mes slides veulent bien passer. Hein. Voilà. Donc, je laisse bientôt la parole à Emeline Desfossés et Mathieu Bolomé, représentants du pôle VG Police Valley, qui vont nous présenter les besoins en digitalisation de la filière agricole. Ensuite, on aura la présentation d'Olivier Villemès, responsable data de Fourcade Group, qui nous présentera la manière de collecter les datas illustré en deux cas d'usage dans l'agroalimentaire. Et enfin, je remercie Théodore Tillman, directeur de M&Wide, qui nous présentera comment le profil minéral est la donnée de demain de l'IA en agriculture et en agroalimentaire. Voilà. Euh, je laisse du coup la parole à Emeline. Voilà, donc bonjour à tous. Alors, j'ai un gros écho, je m'entends en doublon. Ça y est, ça s'est arrêté. Donc, je vais opérer cette présentation avec mon collègue Mathieu Bolomé. On va vous livrer effectivement les opportunités que l'on saisit autour de l'IA dans les filières agri-agro, sachant que notre pôle est un pôle spécialisé sur le végétal. Alors, Mathieu, est-ce que tu peux partager les slides? Voilà, donc quelques petits éléments de rappel par rapport à la vision qu'on va vous livrer. Elle reflète en fait la composition de notre réseau que vous allez voir s'afficher.
Effectivement, on compte chez nous un peu plus, enfin, près de 675 membres de la chaîne de valeur du végétal, depuis l'agrofourniture, en passant par la production végétale en tant que telle et jusqu'à la valorisation du végétal dans différents marchés, alimentation humaine et animale, nutrition, tout ce qui est bioéconomie, agromatériaux et aussi végétal dans un cadre urbain. Donc, on couvre aussi un large territoire. Nous sommes présents en Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi dans d'autres régions. Et donc, on essaye de vous livrer une vision assez large, sachant que d'ores et déjà, les nouvelles technologies numériques ont une place importante dans le pôle, puisque depuis plusieurs années, hein, nous avons un axe d'innovation vraiment dédié aux nouvelles technologies et pratiques appliquées au système de production végétale. Et je laisse la main à mon collègue pour la présentation du contexte dans lequel l'IA arrive dans nos filières. Merci Emeline. Donc, oui, Mathieu Bolomène, donc, moi, je suis chargé de projet sur l'antenne de Lyon. Donc, je travaille en collaboration avec Minalogic et donc Laure sur le projet Minasmart. Et donc, aujourd'hui, ça nous semblait intéressant de commencer par un petit contexte hein, qui est assez basique et simple, mais qui permet de poser les bases pour ensuite développer nos propos. Donc, le point de départ aujourd'hui, c'est que le milieu agri-agro est sujet à de fortes tensions. La population mondiale, voilà, est en hausse et en même temps, peut-être tout ça, il y a une nécessité de réduire les impacts environnementaux, pardon, à l'échelle, aux différentes échelles, surtout toute la chaîne de valeur du végétal. Et donc, s'ajoute à cela la thématique du changement climatique. Ça peut être aussi la thématique de pénurie de main-d'œuvre qu'on entend de plus en plus parler au sein des différentes filières, qui touchent de près ou de loin le monde du végétal. L'aspect aussi économie, avec la volatilité des marchés, et puis la thématique de perte et de gaspillage alimentaire. Donc en fait, dans ce contexte assez global, aujourd'hui, la digitalisation des filières, dont fait partie l'intelligence artificielle, la thématique de l'intelligence artificielle et tous ces est vu comme un levier qui pourrait amener les structures de la filière à produire mieux et puis en apportant de la précision et de l'anticipation dans leur production et dans leur valorisation produits ou services. Alors, ensuite, ça nous semblait intéressant aussi, essentiel de recontextualiser le périmètre de l'IA. Aujourd'hui, l'IA, c'est voilà, ça veut un peu dire tout et rien. L'objectif, c'est vrai de savoir que l'IA, c'est plusieurs briques. On va pouvoir parler de machine learning, de vision par ordinateur, de robotique, de modélisation prédictive, de systèmes d'aide à la décision, notamment via les OAD, etc. Et puis également de l'IA générative qu'on connaît tous, mais appliquée à des problématiques au sein de nos filières. Donc l'idée aujourd'hui, c'est que toutes ces technologies, différentes et variées, elles ont un point commun, c'est qu'elles exploitent des données qui sont issues des cultures, des animaux, des capteurs ou des chaînes de transformation pour analyser, interpréter et puis aider à décider ou automatiser euh, des processus. Donc, l'enjeu global aujourd'hui, c'est de transformer ces données, doivent être robustes et utiles pour optimiser au mieux l'usage des ressources et donc réduire les risques et puis soutenir la transition, qu'elle soit agricole ou alimentaire. Alors, du coup, avant de zoomer vraiment sur l'IA, on voulait vous faire part aussi de l'état de digitalisation dans le secteur agricole. Et pour cela, je vais vous faire part des résultats d'un projet européen dans lequel nous étions partenaires, qui est le projet Pass2DEA sur la transition numérique pour l'agroécologie.
Et donc, ce projet visait à faire un état des lieux de la situation et des recommandations pour le développement de futurs outils numériques pour l'agroécologie. Et pour cela, en fait, on s'est basé sur 6 sites vitrines, donc 6 localisations impliquées dans la transition agroécologique en Europe, donc dans 5 pays différents, avec différents types de production puisqu'on avait autant des acteurs qui tendaient vers l'agroforesterie, donc l'intégration de lignes d'arbres au sein de cultures maraîchères notamment, des systèmes mixtes en France, des vignobles, des systèmes de production sous serre en Espagne, des oliveraies en Italie et puis aussi des systèmes d'élevage extensif en Hongrie. Pour cela, on a mobilisé des agriculteurs présents dans ces démarches territoriales, leurs conseillers, de façon plus anecdotique des chercheurs et des fournisseurs de solutions. Mais tout cela nous a permis d'identifier 100 outils numériques déjà utilisés en routine dans ces exploitations. Alors, on a interrogé ces agriculteurs, ces conseillers sur leur perception des outils numériques. Globalement, il y a vraiment un fort, enfin un accueil très très positif qui est fait de ces technologies. Et vous avez ici quelques verbatims que l'on a pu identifier. La perception, enfin la plus-value de ces technologies, c'est que ça améliore les conditions de production et ça améliore voilà, le confort de travail, hein. Par exemple, tout ce qui est aide à la conduite des tracteurs, bah voilà, c'est moins de pénibilité, moins de fatigue à la fin de la journée. Ces outils sont aussi utiles pour optimiser l'ensemble des ressources présentes sur l'exploitation, notamment les intrants. Ça permet aussi de mieux planifier, suivre les opérations et pas mal d'agriculteurs étaient là en nous disant que bah, c'est bien. Peut-être que c'est un petit peu contraignant de devoir enregistrer les données, mais on peut ainsi accéder à un historique de ce qui a pu être fait, ce qui est intéressant pour réfléchir les actions actuelles. Et tous ces systèmes bah, nous permettent d'avoir plus confiance ou en tout cas de mieux communiquer autour des décisions que l'on prend, de les rendre plus objectifs quelque part. Pour ces agriculteurs, c'est aussi une façon de montrer leur côté à être proactifs dans des démarches d'innovation que d'intégrer ces types d'outils. Et puis, bah, voilà, on voit que ce sont des outils qui aident aussi à aller vers l'agroécologie possiblement et voilà, ouvrir des potentiels pour accéder à de nouveaux marchés, mieux se positionner sur les marchés. Enfin, on a quand même aussi obtenu, et on va le voir sur la slide suivante, des freins liés à l'utilisation de ces technologies, hein, mais en tout cas, quand on les interroge sur ces technos, les aspects négatifs ressortent rarement en premier. Pour autant, quand on creuse, il y a des sujets autour d'une complexité qui est perçue autour de ces outils, donc qui ne facilitent pas forcément leur prise en main, et puis des craintes par rapport à l'exactitude des informations, des recommandations, et notamment vis-à-vis de l'intelligence artificielle qui peut être embarquée, des questionnements sur bah, est-ce que c'est pertinent pour ma situation. Voilà, donc ces craintes qui ressortent. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que tous ces outils, en fait, sont utiles pour différents acteurs, les agriculteurs en tant que tels, pour la gestion opérationnelle de leur production, l'organisation du travail, mais aussi pour les acteurs qui vont être amenés à les conseiller, qui s'en saisissent beaucoup pour une meilleure réactivité et un conseil plus ajusté à la situation présente à un temps T. Donc tout ça pour vous dire que beaucoup d'outils sont déjà utilisés à l'échelon de la production agricole et vous voyez ici à peu près les grandes typologies d'usage des outils, hein, tout ce qui est lié à la communication. Les agriculteurs sont très utilisateurs de réseaux sociaux, par exemple. Beaucoup d'outils d'aide à la décision, voilà, pour aider à la planification des opérations. Associé à cela, il y a beaucoup d'outils pour acquérir des données, donc des capteurs embarqués sur place, hein, stations météo, etc., pour aider aussi à la traçabilité des opérations. Le numérique est aussi présent dans les outils qui vont permettre de réaliser les actions, hein. Il y a des robots présents sur les exploitations
exploitation. Alors là, c'était plutôt en milieu laitier notamment, mais pas que. Et puis après, de façon plus anecdotique, c'est aussi là pour aider au pilotage des outils de production d'énergie lorsqu'il y en a sur l'exploitation et aussi à la marge quand il y a des ateliers de transformation. Donc, les 2 slides suivantes vous montrent sur une exploitation type tous les outils que l'on retrouve. Donc, on a une cohorte d'outils qui coexistent et qui se doivent quelque part d'être interopérables pour faciliter le quotidien du producteur. Vous avez voilà, un autre exemple sur une exploitation ici en France avec la coopérative Terrena. Mais voilà, tout ça, c'était pour faire un premier point sur la situation vis-à-vis du numérique et avant de se focaliser sur l'IA en tant que telle. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une petite analyse aujourd'hui des projets que le pôle accompagne déjà. Parmi les projets qu'on a labellisés depuis la période écoulée, l'IA est déjà présente et vous voyez à travers le graphique qui s'affiche que les projets qui l'intègrent s'intensifient. En fait, en tout cas, notamment depuis les 2 dernières années, on constate un boom. Pour autant, il n'y a pas forcément une seule tendance établie. L'usage de l'IA est vraiment dans tous les domaines traités par notre pôle. La santé du végétal est clé, c'est vrai, mais on la voit aussi dans les agroéquipements, la robotique, pour le partage d'informations et autour de la gestion des ressources que l'on va avoir dans les exploitations. Tout ça pour vous dire aussi que voilà, on va retrouver l'IA partout. Ici, c'est juste un exemple. On a extrait un petit peu des démarches autour d'une filière donnée, celles pour lesquelles on aura un exemple aussi. Et on voit que l'IA vient en réponse à différents enjeux. Donc, dans cette filière vitivinicole, fort challenge autour de la protection des cultures contre le gel et autres aléas climatiques. Et on a par exemple accompagné des projets pardon, autour du pilotage des tours anti-gel. Et pour cela, en fait, il y a, dans ces projets, il y a notamment des actions pour aller vers des jumeaux numériques autour de ce phénomène de gel et adopter les stratégies de pilotage en fonction. De même, sur d'autres types de protection des vignes, l'IA est aussi utilisée couplée aux prévisions météo pour établir des préconisations de déploiement de différents systèmes de protection. En santé des plantes, on la retrouve pour la détection de symptômes sur notamment la problématique de la flavescence dorée. On l'a aussi dans l'usage des outils d'aide à la décision. Nous avons des adhérents qui s'intéressent à l'IA conversationnelle qui permet aux exploitants en langage naturel d'adresser des questions à leur OAD pour avoir une réponse adaptée à leurs stricts besoins. On en a aussi donc dans le process, enfin la transformation de la récolte autour de jumeaux numériques qui peuvent être développés pour l'assemblage des vins. C'est notamment la présentation qu'il y aura après. Puis on voit aussi dans la navigation robotique, vous avez ici un robot tracteur qui opère en vigne et l'IA est importante pour développer tous les systèmes de détection et d'ajustement des trajectoires. Pour finir aussi, pour indiquer que l'IA est très liée à l'agri-agro, on a regardé dans les appels à projets européens notamment, vous avez ici quelques sujets où l'IA est clairement mentionnée. Aussi bien pour la communication en matière d'alimentation vers les consommateurs finaux, sur la mobilisation des données d'observation de la Terre afin d'orienter les politiques publiques, pour caractériser très finement les composants chimiques de nos aliments. Voilà. Et puis aussi l'avant-dernière ligne qui plaide pour le développement de réseaux de compétences recherche autour de l'IA spécifiquement appliquées à l'agriculture et à l'environnement.
Voilà toute une série d'appels qui montrent que l'IA est vraiment au cœur de notre domaine. Et je vais laisser du coup la parole à Mathieu pour vous présenter du coup les pistes IA que nous identifions. Merci, Emeline. Oui, effectivement, donc là, on est vraiment parti d'un panorama concret sur voilà, les enjeux que nous, on capte à notre échelle auprès de notre réseau. Et donc, en fait, ça permet de dessiner plusieurs pistes, dont une première qui est focus finalement sur les enjeux, donc je ne vais pas forcément m'étaler, mais voilà, sur les enjeux, aujourd'hui, l'IA peut intervenir à plusieurs niveaux dans ces enjeux de transition agricole et alimentaire. Donc, elle peut aider à mieux cibler les intrants, prévenir les risques climatiques, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi du coup les risques sanitaires associés. Et puis sur une partie un peu plus agro, elle peut améliorer voilà, les questions de suivi de qualité, de traçabilité. On en parlera également tout à l'heure avec Théodore. Et puis aussi optimiser les procédés, la logistique et la formulation des différentes recettes. Mais à côté de tout ça, sa place à l'IA, elle doit rester cohérente avec les enjeux globaux de la transition, que ce soit la réduction des impacts, la résilience des systèmes. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus voilà, global et systémique, et le maintien de la capacité des agriculteurs à piloter surtout leurs choix. Voilà, il y a une approche qui doit être hyper descendante. Et donc, pour que l'IA puisse s'inscrire réellement au sein de ces transitions, il y a plusieurs besoins qui ressortent, notamment le premier besoin, pardon, qui est essentiel, c'est d'abord que les données elles soient accessibles, elles soient aussi fiables, et puis qu'elles soient interopérables. Ça, c'est un énorme enjeu qui ressort de par notamment nos travaux au quotidien, c'est l'interopérabilité des outils. Ensuite, les outils doivent être aussi adaptés aux réalités du terrain. Donc, c'est l'aspect descendant que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils doivent être simples d'usage et ils doivent être aussi économiquement soutenables. Ensuite, deuxièmement, il y a un point et un besoin qui est fort sur l'accompagnement humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de la réticence à cette adoption de l'IA dans nos filières. Donc, l'enjeu, il est fort sur l'accompagnement, la formation, le conseil et les retours d'expérience. Ça, c'est essentiel. Les agris qui parlent aux agris. Et donc, voilà. Et à côté de tout ça, dernier point, la thématique de gouvernance. Qu'est-ce qu'on fait des données? Comment on les protège? Et comment dire, on caresse dans le sens du poil finalement les agriculteurs et la filière dans cette dynamique de sécurisation et d'utilisation pertinente des données en vue d'une transformation via l'IA. Alors, il nous semblait aussi important de vous montrer que les attentes vis-à-vis de l'IA pouvaient être un petit peu différentes entre les acteurs qui sont plus du côté agricole, que des acteurs qui sont plus du côté de la transformation agroalimentaire. Donc, vous avez ici des enjeux un petit peu différents, en fait, selon le positionnement des acteurs, hein. D'un côté, c'est produire durablement, de l'autre côté, ça va être aussi... Enfin, même si ce n'est pas exclu de l'autre côté, mais voilà, ça va être les maîtres mots, optimisation, qualité, traçabilité. Mais tout le monde se rejoint autour de la nécessité de pilotage et tactique, stratégique et de gestion des risques. Mais voilà, selon les types d'acteurs que vous allez aborder dans nos filières végétales, l'expression en fait des attentes, des enjeux pourrait être un petit peu plus nuancée. Et ce qu'on voulait vous indiquer, c'est que finalement, l'IA, et on va passer sur la diapositive suivante, ça nous semble important pour éclairer la complexité. Donc ici, vous avez au centre de cette diapo l'ensemble des axes technologiques de VG Police Valley, mais juste pour vous donner quelques exemples, pour éclairer la complexité, on voit que par exemple en sélection des plantes, on va acquérir un très grand jeu de données avec des enjeux, des challenges liés au développement de résistance face à des stress multiples. Et donc voilà, ça mène beaucoup de données à considérer. Et tout cela en s'adaptant aux contextes locaux. Donc c'est vrai que c'est très complexe en lien avec le vivant, l'environnement. En matière de santé du végétal,
Vous allez devoir aussi gérer des expérimentations multisites, intégrer les différentes variables qui vont peut-être aussi éclairer le pourquoi on ne retrouve pas sur le terrain les mêmes résultats que l'on obtient dans des conditions plus contrôlées qu'au labo. De même, dans le domaine des nouvelles technologies, voilà, il y a un nombre très complexe de données à intégrer pour la navigation robotique, pour la planification des différentes opérations agricoles, avec des enjeux d'agrégation de données multisources. Puis après, quand on va aller descendre sur le bas du schéma dans les axes en orange, on va retrouver des enjeux liés à l'optimisation de procédés, hein, que ce soit sur l'utilisation des ressources en production indoor, tout ce qui va être l'optimisation, la modélisation des climats dans le contexte urbain notamment, les optimisations de la logistique, de la prédiction de la qualité en fonction des matières premières disponibles, et toute une série de modèles prédictifs pour différentes cibles, optimiser les formulations et aussi aller vers du conseil personnalisé vers le consommateur. Voilà un petit peu tout ce qu'on a pu détecter, et Minasmart nous a aussi permis d'identifier des pistes dans le domaine spécifiquement agroalimentaire. Voilà, donc l'objectif, c'est pas d'étaler nos propos, puisque Olivier aura vraiment un focus agroalimentaire juste après. Mais voilà, c'est qu'aujourd'hui, de par les projets dans lesquels on est inscrit et puis ceux qu'on accompagne, on se rend compte qu'effectivement, dans cette valorisation du végétal, cette valorisation alimentaire, l'IA, c'est pas un gadget. C'est vraiment un véritable levier pour accompagner voilà, sur différentes briques au sein de ce paysage numérique. Et donc, on pourra entrer dans les détails, notamment avec la présentation d'Olivier ou avec vos questions. Donc, finalement, pour conclure, voilà, l'IA, comme évoqué, je pense qu'on l'a assez répété, c'est pas la solution magique, mais c'est un accélérateur de transition et d'innovation. Et surtout, l'IA sera efficace que si on dispose d'infrastructures adaptées, pardon, de données fiables, robustes, utiles, et puis d'outils accessibles aux agriculteurs et aux entreprises, et d'un accompagnement humain solide. Et donc, finalement, un peu le dernier mot de la fin qui serait essentiel à garder en tête, c'est cet usage qui est clé, c'est-à-dire avoir un aspect, avoir une vision descendante, et que les projets, les innovations, le développement de produits doivent être construits avec les utilisateurs finaux, que ce soit des agriculteurs ou non, pour répondre réellement aux besoins terrain. Voilà. Donc, merci à vous. Désolé pour Merci, le non, temps un peu c'était très débordé. complet, c'était très complet. Merci beaucoup et très intéressant et qui ouvre effectivement énormément d'opportunités avec beaucoup de types de technologies aussi, hein, pas que l'IA. Donc, on pourrait faire énormément de webinaires sur le numérique pour l'agri-agro. Mais j'ai plusieurs fois noté quand même l'enjeu de la donnée. Et donc aujourd'hui, sous cet angle-là, on a deux intervenants qui parleront de la donnée dans des environnements complémentaires. D'abord Olivier pour la donnée dans l'environnement agroalimentaire et ensuite on aura Théodore pour plutôt la donnée dans l'environnement agricole. Voilà. Donc je laisse la parole à Olivier et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et à tout moment, on y répondra et vous pourrez échanger. Bonjour, Olivier Villemesse. Je suis responsable de l'offre data au sein de Forcad. Juste avant, d'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Ça, je pense. Par contre, l'écran, est-ce que vous avez un écran global? Parce que moi, j'ai un écran en mode présentateur. Non, c'est très bien. On a le global. Très bien, parfait. Merci. Eh ben, c'est parfait. Merci de Mathieu, c'était très intéressant. Je me permets de dire qu'il y a beaucoup de convergence entre ce que vous avez présenté précédemment. J'ai noté sur la qualité des données, sur la souveraineté, sur l'adhésion des humains, parce que c'est avant tout un projet humain, qui est un projet qui soit structuré, et que l'IA, c'est très concret. Il y a des vrais relais de croissance, mais c'est pas non plus une baguette magique. Et c'est voilà ce que je vais essayer de vous présenter là de manière assez concrète en fait. D'abord présenter Forcad très rapidement. Nous sommes un intégrateur et depuis 21 ans, on accompagne les industriels à bâtir une industrie, on va dire, plus durable, plus attractive et plus innovante. Concrètement, en fait, on a
aujourd'hui une offre qui permet en fait de vous apporter ce qu'on appelle la continuité numérique. C'est-à-dire qu'au travers en fait d'offres qu'on appelle des segments, en fait, on va de la conception d'un produit à la gestion de vie d'un produit avec une solution de PLM. Avec l'ERP, on va bien sûr synchroniser l'ensemble de vos opérations. Avec le MES, on va piloter votre production. Et puis avec le CRM, on va rentrer dans la relation client, la vision 360 d'un client. Ceci, en fait, évidemment, est forcément soit en cloud, soit on-premise. Là, on s'adapte vraiment, je dirais, aux souhaits et aux besoins de nos clients. On parle de souveraineté, donc le cloud est souverain. Et puis, vous avez, eh ben, au centre, enfin dire, ce qui va connecter l'ensemble, la data. La data qu'on appelle le data connecté, qui connecte l'ensemble, en fait, de ces offres-là pour pouvoir justement tirer toute la valeur de la data, finalement. Et c'est ça qui est important. Et pour pouvoir en fait accompagner nos clients, on a aussi entre guillemets métiérisé notre démarche avec 4 filières. Et là, on va bien sûr parler essentiellement en fait de la filière agroalimentaire. Cette filière-là, aujourd'hui, elle a plusieurs défis. On en a parlé d'ailleurs, j'ai entendu des choses qui étaient sur ces défis importants. Cette tension qu'il peut y avoir en effet dans cette filière-là. J'en retiens quelques-uns que j'ai nommés là, avec des cas d'usage justement qui fait qu'avec la data, on arrive justement à répondre en fait à ces enjeux-là. Si on parle de sécurité alimentaire, eh bien, on a des cas d'usage, la data au travers de la traçabilité évidemment des matières premières par l'eau et la corrélation avec la qualité finale. Si on parle de distribution, on parlera du pilotage des marges. On sait que les marges, il y a souvent une tension au niveau des marges. Donc, autant avoir les outils et savoir utiliser la data, croiser la data pour avoir un meilleur pilotage en fait des marges. On parle bien sûr aussi d'efficience du supply chain, donc la partie entrepôt de données, c'est ajuster en temps réel les cibles de stock. On parlera aussi d'efficience opérationnelle, détecter en fait les anomalies avant qu'elles n'arrivent, enfin la maintenance préventive, prédictive, et puis lorsqu'il y a bien sûr un arrêt machine, réussir à rapidement connaître ce qu'on appelle la root cause, la cause racine, pour pouvoir rapidement remettre en fonction cette ligne de production, excusez-moi. Et puis après, donc la sécurité, on en a parlé avec la souveraineté, l'environnement, on a une offre pour pouvoir piloter en fait les consommations énergétiques des machines, piloter aussi son empreinte carbone. Et l'attractivité, c'est la capacité, au travers de solutions innovantes, d'attirer des jeunes talents. On sait qu'aujourd'hui, dans l'agroalimentaire, on a des fois du mal à recruter. Par le numérique, par la data et par l'IA, on arrive justement à faire venir en fait des talents au sein de cette industrie, qui est quand même la première industrie en France. Il faut bien le savoir et l'avoir en tête en fait. Vous l'avez compris, la data en fait est vraiment un capital stratégique pour les entreprises et notamment pour les entreprises agroalimentaires. Et puis finalement, ce capital-là, il va continuer à exploser. On voit bien les chiffres en 2030 des données en fait dans les entreprises, et ça va être évidemment stimulé par à la fois ce besoin en fait de temps réel et ce besoin aussi d'aller vers des solutions IA qui sont évidemment consommatrices de beaucoup de data. Et en face de ça, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a un défi important au sein des entreprises, c'est qu'aujourd'hui, à peu près 90% des décideurs IT peinent aujourd'hui à pouvoir intégrer l'ensemble de leurs données issues des différents systèmes qui sont été dans un système d'information bâti au fil des années. Ici, c'est pas fait from scratch, sauf pour des startups. Mais bien souvent, on a commencé par du spécifique, puis après on a eu une première génération de RP et une seconde génération de RP. Et alors, on a décommissionné certains et pas d'autres applications. Et donc, on arrive sur des SI très complexe. Pour autant, on a besoin aujourd'hui, si vous voulez faire de l'IA, de connecter en fait toutes ces données-là pour pouvoir après les exploiter. Et donc, on s'aperçoit que 28% seulement des applications sont connectées en fait au sein des organisations. Et ça, c'est un impact évidemment et c'est un vrai frein à l'utilité en fait de la data. Donc, l'IA, si vous voulez aujourd'hui en faire, c'est un prérequis. Vous devez être en capacité en fait à pouvoir réussir à capter un maximum de données issues de vos serveurs, de vos applicatifs, issues aussi de vos machines, des données qui soient structurées et des données qui soient non structurées. Et c'est un peu dans cet objectif-là qu'avec, je dirais, plus de 15 ans d'expérience dans la data à la fois industrielle et la data opérationnelle, on a créé en fait cette plateforme de données qu'on appelle Forecast Data Platform. Donc, vous l'avez là. L'objectif de cette donnée-là, premier objectif, c'est vraiment capter
un maximum de données au sein d'une entreprise. On va commencer par les données, j'ai envie de dire, les plus faciles. Hein, donc, c'est les données, bien sûr, de nos offres, hein, les offres qu'on préconise, hein, qu'on intègre en fait chez nos clients, hein, sur le PLM PTC, sur l'ERP Sage, sur le CRM Salesforce, et puis on est éditeur de la solution Astrée, et puis on a une solution GED. Donc ça, on a mis des connecteurs. Finalement, c'est relativement facile à les connecter en fait à la data platform. Mais on ne s'arrête pas là. Bien sûr, on doit aussi connecter l'ensemble d'un système d'information. Tout le monde n'a pas de nos segments. Il y a des gens qui ont du Microsoft pour un ERP, par exemple, ou un WMS pour gérer leur supply chain, ou un site e-commerce, ou une GMAO. Donc, on est en capacité aussi, au travers des API, hein, de pouvoir connecter aussi ces applicatifs-là. Là, donc, on connecte des données structurées. On va aussi aller chercher en fait des données qu'on appelle données terrain, qui sont des données issues de vos machines. Toutes les machines que vous avez, donc on sait lire plus de 280 protocoles. On sait aussi mettre des connecteurs sur des GTB, hein, gestion technique de bâtiment. Voilà, donc on va connecter, mettre un maximum de capteurs pour connecter un maximum de data. Et ces données-là, on a un composant IoT au sein de la data platform. On va pouvoir les récupérer, les stocker et pouvoir après les travailler, les transformer. Mais on ne s'arrête pas là aussi. On va aussi, ce qu'on appelle, récupérer des données qu'on appelle dormantes ou données non structurées, qui sont des données très riches en informations. Un fichier PDF, une vidéo, une retranscription, par exemple, hein, de lorsque cette transcription, en fait, cet enregistrement en fait, hein, du webinaire, si vous voulez demain l'exploiter, il faut que, via une IA, vous arriviez à lire en fait cette transcription, à lire un fichier PDF, à lire une bande-son. Une fois que vous avez récupéré toutes ces données-là, vous allez les stocker ça s'appelle un data core, mais ce data core-là, en fait, c'est plusieurs bases de données qui permet de stocker dans un data lake toutes vos données, dans un data warehouse des données plus structurées, et puis sur les cas d'usage autour de l'IA, on a une base de données graph et une base de données vectorielle. Une fois qu'elles sont stockées, ces données-là, elles vont être travaillées avec notre moteur de règles, qu'on appelle Rule Engine, qui va permettre, en fait, d'enrichir vos données, de faire un traitement de signal pour les séries temporelles de vos machines, de pouvoir gérer toute anomalie de données de non-qualité, hein, des doublons par exemple, hein, évidemment, qu'on doit impérativement sortir, de pouvoir unifier la data hein, pour que votre référence dans un ERP, un CRM, un PLM soit une référence unique. Et une fois qu'on a réussi comme ça à nettoyer, historiser, enrichir en fait vos données, et bien on peut à ce moment-là les exploiter au travers du dashboarding. Hein, c'est ce qu'on voit souvent dans les ateliers, maintenant dans l'agroalimentaire. C'est du temps réel. Là, on pilote en fait, on a une vue d'ensemble et une vue spécifique de l'ensemble des machines de l'atelier. De pouvoir confier ces données-là via une API à des tableurs type Tableau ou Power BI pour que là, qu'un data analyst puisse travailler ces données-là et en tirer toute la valeur pour prendre les bonnes décisions sur des cockpits managériaux. Et puis, bien sûr, travailler avec nos clients sur des cas d'usage. C'est justement ce que je vais vous présenter, deux cas d'usage qui illustrent un petit peu la collaboration qu'on peut avoir avec les industriels et puis ce que peut apporter aujourd'hui un bon traitement de la data et des cas d'usage bien spécifiques. Alors, on va commencer par un premier, je vais peut-être boire un petit coup d'eau, qui est un pâtissier industriel, qui a plusieurs usines en France. Ils ont 4 usines. Je ne peux pas donner le nom pour l'instant. On travaille toujours avec eux. Ils préfèrent pour l'instant rester assez discrets. Par contre, je peux en parler. Ils avaient une problématique, en fait, qui était assez simple finalement. C'est qu'ils n'avaient pas forcément beaucoup de problèmes pour récupérer les datas. Par contre, aujourd'hui, l'ensemble de leur ligne de prendre n'était pas maîtrisé. Et c'est ça qui était important pour eux. Donc, du coup, ils avaient des problèmes de perte de matière, ils avaient des problèmes pour bien gérer leur stock, ils avaient des problèmes de suivi de qualité. Et en fait, du coup, on a intégré notre data platform, on a connecté via du Kepware l'ensemble en fait de leurs machines. On a aussi connecté leur GTB, vous verrez plus tard après pourquoi. On a collecté en priorité les données de l'ERP et de leur supply chain, hein, c'est le Manhattan qu'ils ont, je crois, qui gèrent l'ensemble de leur stock. Ils ont énormément de stock, ils font de la pâtisserie, donc ils ont énormément de poudre, font beaucoup de viennoiserie. Voilà. Donc ces données-là ont été stockées, elles ont été bien sûr transformées, elles ont été croisées, hein, des données de process et des données de production, pour pouvoir après travailler sur plusieurs cas d'usage. Le premier cas d'usage qu'on a travaillé avec eux, c'est la vision temps réel.
Ils voulaient vraiment aujourd'hui avoir cette capacité de pouvoir, dans l'atelier, non plus avoir en fait un fichier Excel ou quelques notes sur un tableau, mais la vision temps réel avec la vue globale des lignes de production, des vues en fait un peu plus spécialisées, et puis bien sûr, ce qui est en vert fonctionne bien, ce qui est en orange, attention, il faut qu'on regarde, ce qui est en rouge, il faut intervenir. Voilà, cette vision vraiment de temps réel. Et puis après, on a travaillé un peu plus sur une vision, on va dire, data analyst. Donc là, cette data de qualité qui nous permet d'avoir cette vision de temps réel, eh ben, on l'a confié au data analyst qui, avec du Power BI, lui commence à triturer sa donnée pour pouvoir faire des tableaux de bord un peu plus sur de l'analyse, en fait, vraiment réussir à vraiment exploiter toute la valeur en fait de leurs données. Et puis après, on a travaillé sur les cas d'usage, sur l'optimisation du stock. Comme je vous l'ai dit, ils ont énormément de stock et ils ont un vrai sujet en fait qui est les dates de péremption. À partir du moment où ils ouvrent un sac en fait de riz, un sac de farine, la date de présomption, ça a un impact. Et là, il fallait vraiment, en croisant de la data de l'ERP, la data des machines, la data bien sûr dans les stocks, le WMS, réussir en croisant ces données-là de bien positionner les produits qui sont avec des dates qui sont prioritaires pour pouvoir les utiliser et avoir une meilleure gestion, une gestion de temps réel en fait du stock. Et bientôt, ce qu'on va faire, c'est on va connecter aussi le CRM pour que là, on puisse en plus avoir les prévisions d'approvisionnement, les prévisions de commandes pour vraiment avoir le bon niveau de stock au bon moment par rapport aux besoins de production et par rapport aux futures commandes, aux besoins en fait des clients. Vous voyez que là, la data, vraiment, elle essaye vraiment de pouvoir gagner en productivité, gagner en efficacité, en croisant de la donnée et puis en ayant des alertes si jamais en fait le stock, il y a un moment, il manque de matières premières sur une recette bien spécifique. C'est justement le troisième cas d'usage qu'on a travaillé avec eux, qui est la qualité en fait des recettes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont des bâtiments importants et bien sûr, leurs recettes peuvent souffrir en fait de l'hydrométrie, peuvent souffrir aussi en fait de la chaleur, notamment en période de canicule. Et ils ne savaient pas à quel moment, à quel seuil en fait la recette pouvait connaître une détérioration. Et donc on a là encore en connectant en fait le bâtiment, donc GTB, et en connectant les machines, voir qu'à un moment sur une balance, on voyait qu'il y avait des grumeaux qui arrivaient, que la recette était moins qualitative et que là, il fallait bien sûr prévenir le client et prendre des bonnes décisions pour pouvoir typiquement refroidir à ce moment-là si c'est de la chaleur et réussir à récupérer en fait un seuil qui soit un seuil optimal pour pouvoir garantir en fait une bonne qualité de la recette. Et puis le dernier cas d'usage qu'on est en train de déployer avec eux, finalement, ils sont en train de mettre Copilote. Alors, Copilote, en fait, vous allez avoir vos données mail, des transcriptions de réunions, votre emploi du temps, puis votre Teams, en fait. Voilà. Et l'idée, ça, c'est déjà intéressant, bien sûr, mais on est dans de l'IA générative. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir, en fait, transformer Copilote comme un véritable assistant métier intelligent. Et donc là, on est en train de connecter, en fait, Copilote avec l'ensemble des datas qui sont dans notre data platform pour que là, en fait, d'un copilote sur une IA générative, on commence à passer en fait sur un assistant métier, donc là on va parler d'agent évidemment, intelligent. Voilà un petit peu ce premier cas d'usage. Le deuxième cas d'usage, on va justement passer un peu plus de temps en fait sur cette notion d'agent. On parle d'IA générative, et là un peu plus d'IA agentique. Donc ce deuxième cas d'usage concerne, hop là, je me tourne de sens. Excusez-moi. Tac. Concerne un minéralier. Donc ils ont plusieurs sources. Et cette personne-là, un petit peu comme la personne qui travaillait en fait dans la pâtisserie, a beaucoup de pertes de matière, en fait, un vrai besoin d'efficience opérationnelle avec aujourd'hui très peu d'analyse en fait des lignes de prod. Donc, ça pas, tout d'un coup, il y a une ligne qui s'arrête, parce qu'en fait, des fois, il y a des stocks intermédiaires, donc c'est de l'eau, donc il y a des stocks intermédiaires, ça bouge, il y a du goulet d'étranglement, ça génère des arrêts de prod. Et finalement, ils n'arrivent pas trop en fait à isoler quelle est la cause racine de ces arrêts de prod-là, à quel moment il faut intervenir pour que ce soit beaucoup plus fluide et éviter d'arrêter la prod, parce qu'une prod qui s'arrête, il faut la faire redémarrer. Évidemment, c'est une perte de temps et forcément une perte d'argent. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'on a travaillé avec eux, même principe, même schéma, hein. On intègre la data platform, on va capter en fait les données qui sont sur l'ensemble des machines, sur l'ensemble des sites, hein, parce qu'ils ont plusieurs sites. Et une fois qu'on a capté l'ensemble, on récupère les datas
des machines, donc toutes les séries temporelles qu'on va stocker, qu'on va analyser. On récupère les données, dans le cas présent, de l'ERP et puis aussi de la GMAO. Et puis là, on va travailler sur un cas d'usage qu'on a fait avec eux. Alors, la première chose, c'est la vision temps réel. On retrouve un petit peu ce qu'on a fait, c'est vrai, avec le pâtissier. Vision temps réel des opérations. Je veux être alerté si jamais, en fait, j'ai un problème pour rapidement pouvoir intervenir. Mais l'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin, bien sûr, et de pouvoir analyser, en fait, les lignes de prod grâce à l'IA. Et là, en fait, la manière dont on est intervenu, en fait, c'est de pouvoir définir, en fait, un agent qui va permettre de pouvoir aider, en fait, à trouver la cause racine d'un arrêt de prod. Et c'est ça qui est vraiment important pour pouvoir, après, faire de la maintenance préventive et éviter d'avoir ces arrêts de prod. Donc, comment on a fait, en fait? On commence par fournir un prompt qui définit, en fait, le rôle d'un agent. Donc, son rôle, en fait, c'est analyser le fonctionnement d'une ligne de prod. Donc, l'agent sait qu'il doit s'appuyer à ce moment-là sur, en fait, des outils qu'on appelle des outils MCP. Alors, MCP, c'est modèle, contexte, protocole. Ça, on va de plus en plus en entendre parler de serveurs MCP, de produits MCP. En fait, c'est une interface standardisée qui permet à un modèle IA de se connecter, en fait, pour contrôler, avoir accès à des données. Donc là, il passe dans un mode non plus génératif, mais un mode action, en fait. Je suis un agent et je vais agir, prendre des décisions. Donc, une fois qu'il se connecte à ces modèles MCP, donc à ces données, en fait, il va récupérer les données nécessaires. Le deuxième temps, en fait, donc là, on a nommé l'agent, il analyse le fonctionnement, il récupère les données nécessaires, et donc, en fait, après, on va récupérer justement toute la configuration de la ligne. Donc, l'agent utilise l'outil MCP pour identifier la configuration complète de la ligne et puis lister les équipements, en fait, qui composent chaque ligne. Dans un troisième temps, en fait, quelque part, on va faire une analyse sur une plage temporelle donnée, et ça pour chaque équipement, en fait, donc l'agent va appeler des outils MCP afin de récupérer l'état des machines, observer leur comportement dans la période analysée. Et le quatrième temps, c'est de pouvoir faire un diagnostic global de fonctionnement. Donc, apprendre, en fait, à l'agent, en fait, ce qui est un fonctionnement normal, une ligne de production, ce qui est un fonctionnement dégradé, et ce qui est un arrêt de prod pour que l'agent puisse intervenir au bon moment. Et enfin, ce qu'on va apprendre, en fait, à cet agent, c'est de pouvoir, en fait, rechercher les routes causes, donc les causes racines, en fait, si jamais il y a une dégradation, voire et surtout un arrêt de prod. Donc l'agent va analyser, en fait, l'ensemble des événements sur chacune des machines et il va identifier les causes probables, et c'est au travers de l'apprentissage qui sera de plus en plus précis, les causes probables de l'incident. Et donc le sixième temps, c'est bien sûr l'enrichissement. C'est par l'expérience, le contexte métier, donc en y mettant des règles métiers, en y mettant des retours d'expérience, en y mettant des descriptions fonctionnelles, que cet agent va devenir un véritable assistant métier qui permettra d'alerter avant que se trouve un arrêt de prod. Et on sait que pour un industriel, c'est évidemment très pénalisant. Voilà un petit peu, je dirais, deux exemples, deux cas d'usage. J'aurais bien sûr. Merci Olivier. Ouais, il faudra conclure pour qu'on ait le temps de voir la dernière. Je vous laisse. Je vais juste conclure en disant, et c'était un peu ce que disait, c'est vrai aussi Mathieu, et c'est important, l'IA, c'est une belle promesse. On sait qu'aujourd'hui, il y a des vrais retours très positifs, comme le retour que j'ai pu vous faire. Ce n'est pas une baguette magique. Ça veut dire concrètement, pour qu'un projet réussisse, il faut une vision claire, partagée dans l'entreprise. Il faut des données fiables, vous l'avez compris, une véritable exigence, passer du POC qui est créatif à l'industrialisation qui doit être très rigoureux, et bien sûr, du temps et un engagement collectif. Merci beaucoup. Merci Olivier. Je vous en prie. Je vais rapidement du coup passer là. On n'a malheureusement pas de temps pour des questions. On a des interventions tellement riches et de qualité. Pour terminer, Théodore Tillman de la société MNYN qui, elle, travaille sur la donnée agricole, enfin une donnée bien particulière, la minéralisation, ou le profil minéral, pardon, si je le dis mieux. Oui, c'est à vous. Bonjour, vous m'entendez bien aussi et vous voyez? Parfait. Parfait. Eh bien, merci à tous, merci aux organisateurs et merci à vous d'être restés pour cette dernière On est encore nombreux. présentation. Parfait.
Je vais vous parler aujourd'hui de profils minéraux et comment nous, on les utilise chez MNAI et MNWine dans des modèles d'intelligence artificielle. Donc, bien sûr, je suis en phase avec les deux présentations précédentes. L'important, c'est la data quand on parle d'IA. Ce n'est pas l'IA en elle-même, puisque l'IA est un outil. Et ce que je vais vous présenter, c'est comment ces profils minéraux, eux, sont parfaitement adaptés dans des modèles d'intelligence artificielle qui vont bénéficier aux filières agri-agro, et c'est là-dessus qu'on travaille. Moi, je m'appelle Théodore Tillemand, je dirige MNWine et MNAI depuis plus de 4 ans maintenant. On est basé à l'Institut des sciences analytiques de Lyon. On est bien sûr partenaire de VG-Polis Vallée, que je remercie. Et on a une expertise en chimie analytique, plus particulièrement en chimie minérale, et dans l'utilisation de ces nouvelles données dans des modèles d'intelligence artificielle. On a bien sûr une spécialisation au début dans le vin, et puis plus récemment, on a ouvert à l'ensemble de la filière, l'ensemble des matrices des filières agro-agri, et on est même allé dans le secteur de la santé et de l'industrie, mais on ne parlera pas de ça aujourd'hui, mais c'est pour vous dire que la technologie qu'on a mis en place est robuste et transverse. Et donc, je commence par une petite introduction, puisqu'on connaît tous les lettres qui forment des mots. On connaît aussi les petites spécificités et les localisations qui composent une empreinte minérale. On connaît un peu plus, c'est plus scientifique, mais on connaît les nucléotides qui forment l'ADN. Et aujourd'hui, ce que je veux vous introduire et ce que je veux vous présenter, c'est le profil minéral d'une matière première, d'un ingrédient ou d'un produit. Et qu'est-ce que c'est? En fait, un profil minéral, ça va être les concentrations d'une quarantaine d'éléments qu'on voit dans le tableau périodique des éléments. Là, il y a les sels minéraux, les oligo-éléments, les traces minérales, les ultra-traces métalliques. Et en fait, ce profil minéral, il est obtenu par l'analyse d'une matrice agri ou d'un produit agricole ou en agroalimentaire. Donc, on va l'analyser avec simplement 2 millilitres ou 250 milligrammes, donc vraiment un échantillon infime, qu'on passe dans un instrument et on obtient pour chaque matrice sa signature minérale, son profil minéral. Et vous allez me dire pourquoi ce profil minéral est intéressant et pourquoi c'est, d'après nous, une donnée parfaitement adaptée à l'intégration dans des modèles d'intelligence artificielle. Premièrement, parce que chaque lot, que ce soit une matière première ou que ce soit un produit, va avoir un profil minéral unique, un peu comme un ADN chez l'homme ou une empreinte minérale chez l'homme. C'est-à-dire qu'au moment de… Si j'analyse une bouteille, je vais obtenir la même signature que toutes les bouteilles du même lot. Pourquoi aussi ce profil minéral est intéressant? C'est parce qu'il est intrinsèque, c'est-à-dire qu'on ne va rien rajouter au produit, mais on va analyser le produit lui-même pour obtenir ces concentrations d'éléments multi-élémentaires. On a aussi un intérêt parce que cette matière inorganique, elle est stable dans le temps. Contrairement à tout ce qui va être molécule organique qui évolue, la matière inorganique, elle est stable. Et c'est-à-dire que si je reprends l'exemple du vin, si j'analyse au moment de la mise en bouteille, et 10 ans après, si je réanalyse 2 millilitres d'un vin issu de la même cuvée, peu importe où le vin a voyagé, je vais retrouver exactement les mêmes concentrations, sinon que c'est une bouteille qui n'est pas issue du même lot ou c'est une bouteille qui a été falsifiée. Et dernier point, c'est infalsifiable. Ça, c'est plutôt pour des raisons d'authenticité, de traçabilité. Mais ces signatures minérales, ces éléments minéraux, comme on va jusqu'aux ultra-traces, c'est pour l'instant impossible de pouvoir les ajouter et les diminuer pour essayer de copier un profil minéral. Et la robustesse en fait, de ce profil minéral, il est aussi dans l'information qu'elle contient. En fait, on va avoir plein d'informations sur les origines de la matière première ou du produit. Dans le vin, bien sûr, c'est l'environnement, nous on appelle ça le terroir, mais il y a aussi des processus de transformation, comme tout ce qui va être en lien avec la viticulture, avec la vinification, qui, elles, vont diminuer ou augmenter certaines concentrations d'éléments minéraux. Et c'est là où l'intelligence artificielle, elle va pouvoir retracer et identifier les paramètres liés à l'origine. Mais nous aussi, ce qu'on a développé chez MNWine et chez MNAI, c'est la corrélation qu'il y a entre ce profil minéral-là, donc ces concentrations multi-élémentaires, et la qualité des produits. Donc, on met en parallèle la signature inorganique avec la matière organique, avec la présence ou non de molécules organiques et plein de paramètres autres liés à la qualité. C'est pour ça aussi que c'est une donnée ultra robuste. Et donc, si on reste un peu dans l'exemple du vin, parce que c'est là où on a la plus grosse expertise,
on peut déjà observer pourquoi ces profils minéraux sont intéressants sans parler d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'en simplement regardant les concentrations des éléments minéraux, les rapports entre les éléments, leur présence ou leur absence, on va avoir plein d'informations. Là, je vous ai montré un exemple d'une même cuvée où on a fait l'analyse multi-élémentaire. Et puis derrière, on va la comparer sur plusieurs millésimes et on va regarder qu'en fait, il y a un impact millésime. À droite, vous voyez plusieurs cuvées où la seule différence, c'est la parcelle sur laquelle le vin a poussé et on voit qu'il y a des différences qui vont pouvoir être identifiées par IA. Et en dernier lieu, on voit qu'il y a aussi une influence sur le mode de culture où là, on vous voyez un peu une dizaine de champagnes différents issus de la même cuvée qui ont été analysés, mais issus de différents millésimes. Et on voit par exemple, à partir de 2014, un changement dans la signature minérale qui en fait, dans ce cas-là, c'est un passage en bio, par exemple, ou ça peut être l'utilisation d'un biostimulant, l'utilisation d'un engrais, d'un pesticide, qui va être en fait révélé par cette signature multi-élémentaire. Donc, source de plein d'informations. Mais la grande plus-value à obtenir ces signatures minérales, c'est quand on va les rassembler dans des bases de données qui vont être enrichies de métadata et sur laquelle on va pouvoir entraîner des modèles d'intelligence artificielle. Nous, l'intelligence artificielle qu'on fait chez MNAI et MNWine, c'est du machine learning. C'est-à-dire que c'est de l'apprentissage sur des bases de données, c'est des réseaux de neurones, c'est des statistiques avancées en fait. Ce n'est pas du LLM comme on connaît tous, du chat GPT. On est sur de l'apprentissage de bases de données. Et donc, ce qu'on a développé chez MNWine, c'est une plateforme qui a d'ailleurs été primée il y a 2 semaines au CTV Innovation Award, qui va regrouper les outils d'intelligence artificielle qui auront été entraînés sur cette base de données. Donc, à partir de 2 millilitres de vin, nous, on réalise sa signature minérale. C'est très simple. La préparation de l'échantillon et l'analyse, on l'a en 6 minutes, ce qui nous a permis déjà de constituer une base de données de plus de 50 000 profils minéraux de vin. Et donc, avec ces 50 000 profils minéraux de vin, on les enrichit de plein de données, des données qualité, des données sur les origines, des données propres aux utilisateurs des outils. Et ces données, elles vont participer à l'apprentissage des modèles, mais c'est aussi des données qui vont pouvoir être prédites par l'intelligence artificielle. Et donc, les outils d'intelligence artificielle qu'on développe, c'est des outils, bien sûr, qui doivent être utiles à ceux qui vont les utiliser. Il n'y a pas d'intelligence artificielle qui soit performante si elle ne répond pas à un besoin ou une attente. C'est un peu ce qui a été expliqué par Olivier juste avant. Et en œnologie, dans la filière vin, on a identifié 2 principaux axes. C'est un axe traçabilité et contrôle qualité et un axe œnologie de précision. Bien sûr, c'est des exemples ici dans le vin. Vous allez voir plus tard, j'ai fait d'autres. Je vous présenterai d'autres matrices sur lesquelles on a travaillé en agro-agri. Mais l'idée, c'est de prendre le vin comme un exemple et de réfléchir sur vos matrices, de réfléchir sur vos problématiques, quel pourrait être l'enjeu auquel pourrait répondre l'IA. C'est de ne pas s'arrêter sur le vin. Si ça fonctionne sur le vin, il faut voir le vin comme une preuve de concept, en fait, pour dupliquer à vos matrices. Et donc, le premier axe, traçabilité et contrôle qualité, l'objectif de l'intelligence artificielle, c'est d'authentifier l'ensemble des productions en agro ou en agri qui sont produites et de pouvoir également permettre en interne à vous, en tant qu'entreprise, coopérative ou organisation, de disposer d'un outil qui vous permette d'identifier la qualité ou l'origine de ce que vous donnent vos fournisseurs, par exemple, ce qu'on appelle des échantillons inconnus ou des échantillons à contrôler. Donc, l'authentification, nous, on appelle ça une sécurisation biométrique. C'est ce que je vous ai expliqué. Là, j'ai pris l'exemple d'un grand cru dans le vin. Mais une fois qu'on a sa signature minérale et qu'il est stocké dans une base de données, vous avez la possibilité de pouvoir garantir à vie que le produit est bien votre produit. Bon, là, il n'y a pas véritablement d'intelligence artificielle, il n'y a pas de besoin, c'est simplement cette signature minérale intrinsèque qui est analysée. Mais l'intelligence artificielle, elle va être performante dans l'identification d'un vin inconnu, par exemple, si on reste dans le vin. Et avec 2 millilitres de vin, on l'a prouvé scientifiquement, on l'a prouvé sur plus de 50 000 vins, on arrive avec 2 millilitres de vin, simplement avec sa signature minérale, à pouvoir identifier de quel pays il vient, de quelle région viticole il vient, quel est son cépage, l'appellation. Est-ce que c'est un vin
plutôt issus de viticulture conventionnelle ou d'agriculture bio, et même donner un résultat prédictif sur de quel millésime ce vin appartient. Et je le répète, là, il y a l'exemple sur le vin, mais il faut vraiment imaginer qu'avec une base de données minérale et des informations sur l'origine, eh ben, cet outil est transposable à d'autres matrices. Et en fait, on peut identifier les origines, les variétés de n'importe quelle matrice agro ou agri. On peut identifier les contaminants éventuels comme les pesticides de n'importe quelle matrice. On peut certifier qu'une matrice est bien bio ou non bio. On peut venir confirmer des informations déclaratives, voir si elles sont vraies, voir si elles sont fausses. Éventuellement, identifier s'il y a des adultérations ou des changements silencieux. Là, on a eu des besoins. Des fois, c'est des fournisseurs qui changent leurs pratiques sans le dire aux acheteurs. Et en fait, on voit que derrière, les recettes changent et on ne sait pas où est la source du problème. Et ben, souvent, en ayant une base de données minérale, et ben, on sera capable de dire ce changement, il vient de là. Juste pour continuer dans cet axe identification, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais pour prouver que ça marche, nous, on a aussi organisé une édition DeepRed, où en fait, c'était notre modèle d'intelligence artificielle face à des dégustateurs lors d'un challenge d'identification de vin à l'aveugle. La première édition, bien sûr, ça a été remporté par la machine, mais les retours n'ont pas été forcément apprécié dans la filière parce que c'est un peu cette opposition qui ne plaît pas dans l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que la deuxième édition, on a réfléchi en disant comment on pourrait créer un outil qui serait utile à la filière. Et là, on a travaillé avec l'équipe de France de dégustation de vin à l'aveugle. Et quand eux ont utilisé notre outil, ils ont pu identifier 2 fois plus de cépages et 2 fois plus d'appellations. Et depuis ce jour-là, ils sont devenus champions du monde là, il y a un mois. Et enfin, le deuxième axe que je voulais vous présenter, c'est pas simplement s'arrêter au contrôle qualité et à la traçabilité des matrices, mais avec cette intelligence artificielle de machine learning, on peut aller beaucoup plus loin, et notamment dans la création d'outils de pilotage, où on appelle ça des outils d'aide à l'indécision ou des outils d'intelligence décisionnelle. Ce qu'on a mis en place dans le vin, ici vous voyez des exemples, mais on l'a fait sur d'autres matrices, c'est la corrélation qui existe entre la signature inorganique, donc la présence d'éléments minéraux, et des multitudes d'informations sur la qualité. Ici, vous voyez un exemple sur les profils sensoriels, les caractéristiques organoleptiques des vins, les arômes, les goûts, et on voit que selon les vins, on voit des corrélations entre la présence de certains éléments minéraux, l'absence du ressenti de cet arôme, l'absence du goût. On a fait ça aussi sur plus de 110 000 fiches de dégustation de concours de vin, où on voit des profils qui ressortent, des profils minéraux qui ressortent en fonction d'un vin qui a été plus ou moins apprécié. Et donc, ça nous donne vraiment une banque de données ultra riche pour justement développer des outils d'aide à la décision pour les œnologues. L'idée, c'est de pouvoir optimiser l'ensemble des décisions du professionnel. Et donc, bien sûr, il faut les identifier, ces décisions. Ça peut être le choix de sulfitage, le choix d'agent de collage, de type de bouchon. Bon, ça, c'est très spécifique à l'œnologie. Mais, pardon, peut-être une des applications qui est un peu transverse, ce serait cet assemblage qui est vraiment commun dans plusieurs domaines et puis plus simple à expliquer, entre guillemets. L'idée, c'était de disposer d'un outil pour l'œnologue qui lui permettent de simuler virtuellement des assemblages et évaluer le potentiel des assemblages. Et donc, on a travaillé avec le responsable œnologue de l'Institut français de la vigne et du vin, qui a mis à disposition 5 cuves. Nous, toujours pareil, on fait le profil minéral de ces 5 cuves. Et derrière, cet œnologue nous a dit, bon, maintenant, je veux faire avec ces 5 cuves le meilleur Beaujolais. Toujours cet objectif, quand on parle d'IA, de donner un enjeu, de donner un objectif, de donner une attente, sinon l'IA n'a pas de sens et elle va apprendre, elle va donner un résultat qui n'aura pas d'intérêt. Il nous a dit, je veux le meilleur Beaujolais à partir de ces 5 cuves. Donc nous, derrière, dans nos 50 000 vins, on va sélectionner uniquement les vins du Beaujolais. On va regarder, c'est tout l'IA qui va le faire, mais elle va sélectionner uniquement les données qualité qui sont associées à ces vins du Beaujolais et on va donner des notes prédictives pour chacune de ces cuves. Et derrière, il y a des modèles qui vont appris et qui vont sortir les pourcentages de chaque cuve pour arriver au meilleur score prédictif, qui est ici de 81,9. Bon, ça, c'est un détail.
et donc créer la meilleure cuvée basée sur ce que l'œnologue demande. Et pour la petite anecdote, ce vin qu'on a appelé Beaujolais Yaï, puisque c'est la première cuvée qui a été y assemblée, l'œnologue a en parallèle fait lui-même des assemblages avec ses confrères œnologues, et à l'aveugle, ils ont testé plusieurs assemblages, et c'est cet assemblage-là qui a été ressorti comme le meilleur à l'aveugle. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de l'embouteiller. Mais il faut bien penser que cet outil peut être utilisé pour plein d'autres matrices avec plein d'autres données qualité. Et enfin, pour sortir un peu du vin, l'idée, c'était de vous montrer que ça fonctionne sur d'autres matrices. On a notamment une grosse base de données sur les huiles d'olive, plein d'informations dans la signature multi-élémentaire. Les enjeux sont un peu différents. Là, c'était identifier les régions, identifier les variétés des olives, la qualité, est-ce que c'est une huile qui va être considérée plus fruitée, non fruitée, le mode de culture des huiles d'olive bio, pas bio, et plus complexe, mais ça va nécessiter plus de profils multi-élémentaires, mais on peut même aller jusqu'à identifier les assemblages, donc que ce soit des origines ou que ce soit process, c'est-à-dire est-ce que c'est des huiles d'olive vierges extra, qui ne sont pas vierges extra, voilà, toutes ces choses-là. C'est pour dire vraiment qu'on s'adapte aux enjeux de la filière et des bases de données qu'on crée, qu'on co-développe avec les acteurs. Une autre matrice aussi qui fonctionne très bien, c'est le café. Les enjeux sont les mêmes. Ici, ça a été avec notre partenaire, ça a été de pouvoir clusteriser entre différentes variétés de café, différentes provenances de café, et d'aller plus loin en disant, OK, est-ce qu'il y a un rapport entre les ressentis organoleptiques du café et la présence ou non d'éléments minéraux pour derrière pouvoir sélectionner les lots, pour pouvoir optimiser les process et pour pouvoir cibler les cafés avec les clientèles qui les apprécient ou qui les apprécient moins pour pouvoir avoir une meilleure stratification de patients. Donc, ça fonctionne sur le café. La fève de cacao, le chocolat, ça marche également. Beaucoup d'informations dans ces signatures multi-élémentaires, à la fois pour les origines, à la fois pour les qualités. Vous voyez ici, ça, c'est juste un graphique qui nous dit qu'il y a beaucoup d'ordres de grandeur sur un même élément minéral en fonction des différents cafés. Et c'est dans ces différences d'éléments de concentration qu'on va récupérer l'information sur les process et sur les origines. Et pour terminer, c'est la slide conclusive. L'objectif de ma présentation, c'est du coup de vous montrer qu'en construisant votre propre base de données d'intelligence produit ou d'intelligence matière première qui est centrée autour de la signature minérale, et ben vous aurez un modèle d'intelligence artificielle qui sera multifonctionnel à la fois pour tout ce qui va concerner la traçabilité et tout ce qui va être l'axe qualité. Et donc, c'est tout simple. Nous, ce qu'on a développé, c'est l'accès à vous, la création d'une base de données simple, des données qui sont peu coûteuses, des données qui sont massives, robustes, et qui créent vraiment des outils sur mesure basés pour vos attentes, utilisables et surtout utiles. Puisque l'IA, c'est un bien grand mot, mais si elle n'est pas utile, elle n'est pas intéressante. Je vous remercie. Merci beaucoup, Théodore. Alors, on a dépassé, c'est super intéressant. Tout ça, j'ai vu une main levée, mais qui s'est baissée. Il y a une question ou... Si vous avez une question, n'hésitez pas à désactiver votre micro. Non, la main s'est relevée. Bah, écoutez, merci à tous.